Salut et bienvenue à cette partie 2 de notre leçon 7, leçon pour machinistes en herbe. Et la leçon 7 porte sur la planification d'une séquence d'usinage. On se rappellera que dans la partie 1 de cette leçon, on a regardé des concepts généraux. Des concepts qui guident la planification de la séquence d'usinage d'une pièce. Mais on se rappellera également qu'on a regardé un exemple d'une pièce très simple et j'ai mentionné qu'on ne pourra pas se sauver bien longtemps avec une planification de pièces sans faire de paperasse si la pièce est complexe. Alors, devinez quoi? On va faire de la paperasse. Mais si on veut suivre l'ordre logique des choses, la première chose à faire, ça va être d'apprivoiser la pièce qu'on a à produire. Et pour ça, on va étudier le dessin de cette pièce-là. Et la pièce qu'on va utiliser comme exemple, c'est le manche du marteau. Commençons par regarder le dessin d'assemblage. Là, pour trois raisons. Première raison, c'est sur le dessin d'assemblage qu'on va pouvoir identifier la pièce qu'on a à produire. Dans ce cas-ci, la pièce numéro 2. C'est également sur ce dessin qu'on va voir comment s'assemble le projet, comment interagissent les différentes pièces. Et finalement, c'est sur ce dessin d'assemblage qu'on va trouver la liste des matériaux. C'est sur cette liste qu'on va retrouver de l'information telle que le genre de matériel à utiliser pour une pièce donnée, ainsi que les dimensions minimales de la pièce brute avant l'usinage. Dans notre cas ici, on regarde la pièce numéro 2 qui est le manche du marteau. Et le matériel requis pour ce manche-là, c'est de l'acier laminé à froid. Là, n'importe quel acier laminé à froid va faire l'affaire ici, mais puisque c'était la première pièce que mes étudiants fabriquaient sur le tour, j'avais tendance à choisir un acier C12L14, qui est un acier à usinage facile, qui contient beaucoup de plomb. Et je faisais ce choix-là, pas pour des raisons structurelles, mais réellement juste pour encourager les étudiants, puisque c'est important pour un débutant d'avoir du succès. On peut également voir dans cette liste de matériel la dimension minimale de la pièce brute qu'on va utiliser pour produire la pièce. Dans ce cas-ci, 19,5 mm de diamètre. Et ça, c'est une petite erreur de ma part. Ça devrait être 19,05 par 237 mm de long. Là, j'ai dit que j'ai fait une petite erreur avec l'indication de 19,5. Ce qu'on veut vraiment ici, c'est 19,05. Puisque ici, en Amérique du Nord, une barre 3/4 de pouce va être beaucoup plus facile à trouver. Et ça, c'est 19,05 de diamètre. Mais je vais laisser cette erreur ici en place, puisque la tolérance de la pièce de plus ou moins 5 ou 0,5 mm, fait en sorte que cette petite erreur dans la liste de matériel ne fait aucune différence. Le 19,5 tombe à l'intérieur de la tolérance de la pièce de 19,05 plus ou moins 0,5 et je pourrais quand même utiliser cette barre 3/4 de pouce qui traîne dans le fond de l'atelier. Et ça, c'est toute l'information que j'ai besoin de ce dessin-ci. Alors, regardons le dessin détaillé. La première chose qu'on veut faire ici, c'est d'identifier la pièce qu'on a à produire. On avait vu sur le dessin d'assemblage que la pièce à produire était la pièce numéro 2. Et voici la pièce numéro 2. Bon, j'aimerais mentionner à ceux qui ont de l'expérience en usinage qu'il est possible que vous trouviez le reste de cette vidéo un peu simpliste. Il faut se rappeler, c'est important de le mentionner, que je produis toutes mes vidéos pour les débutants. Il est important pour moi d'être le plus détaillé et simple possible. Maintenant qu'on a identifié la pièce, mais on veut rechercher des notes. Et on voit ici qu'il y a 4 indications de notes sur la pièce. Prenons le temps d'aller lire attentivement ces notes. La note A nous indique qu'on a 2 rainures à produire. 2 rainures qui mesureront 3 mm de large par 16,5 mm de diamètre. La note B nous indique qu'on a
3 rainures qui mesurent 3 mm de large par 8 mm de diamètre. Ce sont des rainures de dégagement de filet. Mais attendez une minute, là, il y a juste une rainure sur le manche. Alors pourquoi 3? Ben, c'est important de comprendre que la note B est relative également à la pièce 5, qui, elle, contient 2 filets. Donc, ça fait nos 3 rainures de dégagement. La note D nous fournit de l'information concernant le molletage. La note E, elle nous indique des détails concernant le perçage du trou et éventuellement la profondeur de l'alésage de 12 mm, puisque cette profondeur n'est pas indiquée sur le dessin. Maintenant, on peut retourner au dessin de la pièce, prendre le temps de lire attentivement les cotes et les tolérances de chaque dimension et commencer à apprivoiser la forme de cette pièce-ci. Bon, maintenant, on a apprivoisé la pièce et on a une bonne idée de comment cette pièce-là devra être produite. On constate en observant le dessin que la pièce est de forme cylindrique, donc il va falloir la produire sur un tour. Mais ça ne nous indique pas quelles opérations sur le tour est-ce que je devrais pratiquer. Et pour ça, on va vouloir produire une liste temporaire, mais une liste quand même d'opérations à pratiquer. Et pour ça, mais c'est simple, on va regarder la pièce et on va passer à travers la pièce. Moi, je le fais de gauche à droite, donc d'un bout à l'autre de la pièce, et énumérer, dans aucun ordre spécifique, juste l'ordre où ils apparaissent sur la pièce, énumérer les différentes opérations qu'on va devoir pratiquer pour compléter la pièce. Bon, si on regarde de gauche à droite, on peut voir qu'on a une opération de surfaçage, suivie d'une opération de perçage, un forage centré numéro 3. Ensuite, on a une opération de tournage de 9,8 mm de diamètre pour le filet éventuel et une opération de chanfreinage pour le filet. Ensuite, on va fileter le diamètre, on a un filet à produire et une rainure de dégagement de filet. C'est suivi par la production d'une rainure de forme, donc une rainure ayant un rayon de 4,7 mm qu'on va couper à l'aide d'un outil de forme à néron. Ensuite, on a une opération de tournage conique suivie d'un molletage. On a également le perçage d'un trou. Et puisqu'on est là, on va regarder et dire qu'au bout de la pièce, on a à alaiser ce trou-là à 12 mm. Cet alaisage va être suivi d'une opération de chanfreinage. Là, le chanfrein n'apparaît pas sur le plan, mais on va le produire pour aider à l'assemblage. Ça, c'est suivi de 2 opérations de rainurage et finalement, on a une opération de surfaçage. Là, également sur le bout, j'ai une opération de perçage, un forage centré numéro 4 qui n'apparaît pas sur le plan, mais que je vais avoir besoin pour soutenir la pièce. Bon, on a vu les opérations à compléter, mais qu'est-ce que ça nous donne? Mais ça nous donne une liste d'opérations à pratiquer. Ce n'est pas une séquence d'opérations. La liste qu'on a ici énumère les différentes opérations à pratiquer, mais dans aucun ordre spécifique. C'est juste du début à la fin de la pièce. Et c'est une bonne façon d'énumérer ou de trouver toutes les opérations sans en oublier, parce qu'on a réellement passé à travers toute la pièce. Bon, mais ça, c'est merveilleux, mais ça sert à quoi? Ça sert à 2 choses, et 2 choses importantes. La première chose, c'est de vous fournir une liste de vérification. Quand vous allez élaborer votre séquence d'opérations, vous allez être en train de butiner sur la pièce d'un côté à l'autre à faire les opérations dans l'ordre qui vous semble le plus logique. Quand on se promène sur une pièce, le risque d'oublier quelque chose est élevé. Donc, une fois qu'on aura complété notre brouillon de séquence d'opérations, il serait bon, avant de le mettre au propre final, de prendre notre liste d'opérations qu'on vient juste de produire et de vérifier en cochant chaque opération pour s'assurer que chaque opération sur cette liste initiale apparaît bel et bien dans notre séquence d'opérations. Ça sauve bien des maux de tête. Là, la deuxième raison qui rend cette liste-là intéressante, c'est qu'elle peut servir pour nous donner une liste d'outillage. Et ça, c'est important.
Et assez bizarrement, vous allez dire, bien, je pourrais produire une liste d'outillage à partir de ma séquence d'opérations. Et c'est vrai, mais souvent il est trop tard à ce moment-là. Pourquoi? Imaginez qu'il y a un outil que vous avez besoin, mais que vous n'avez pas. Bien, vous pouvez aller l'acheter. Mais si vous ne voulez pas aller l'acheter, parce que ce n'est pas un outil que vous utiliseriez souvent, bien, vous pouvez peut-être choisir une différente méthode de production. Et ça va avoir un impact majeur sur la séquence d'opération. Prenons un exemple. Le trou de 12 mm de diamètre qui est sur le bout ou dans le bout, je ne sais pas si c'est sur ou dedans, mais en tout cas, le trou est là, sur le bout ou dans le bout du manche. Bien, ce 12 mm-là, ce trou-là, doit être très précis. Je vais suggérer, c'est la méthode de prédilection ou la méthode que je préfère, bien, je vais le produire avec un alaisoir machine 12 mm. Peut-être que vous n'avez pas d'alaisoir machine 12 mm. Bien, il est possible de produire ce trou avec autant de précision à l'aide d'une barre d'alésage sur le tour, donc une opération d'alésage avec un outil à tranchant ou à pointe unique, une barre d'alésage. Mais l'opération d'alésage avec une barre d'alésage plutôt qu'avec un alaisoir, c'est beaucoup plus risqué. Okay? On parlait à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, d'opération terminale. Ce n'est une. Donc, cette opération d'alésage avec l'alaisoir qui apparaît à la fin de la vidéo présentement, va peut-être apparaître beaucoup plus de bonheur dans la vidéo si je décide de le faire avec une barre d'alésage. Donc, deux bonnes raisons pour bien produire cette liste initiale. C'est également important si vous travaillez dans un atelier qui a un magasin et un magasinier pour les outils. Important parce que ça vous rend beaucoup plus productif et ça améliore votre qualité de vie grandement. Parce que vous pouvez aller porter votre liste d'outils au magasinier et le magasinier pourra amasser tous les outils que tu as besoin dans un seul coup. Et ça va te mettre dans les bonnes grâces du magasinier. Et croyez-moi, vous voulez être sur le bon côté du magasinier parce que le magasinier peut réellement rendre votre vie malheureuse. Ceci dit, c'est un peu comme la réceptionniste ou le réceptionniste dans une entreprise. La personne au bureau avant, à la réception, peut réellement changer votre capacité d'obtenir un emploi. Si vous rentrez et vous n'êtes pas agréable avec cette personne-là, mais je vous jure, c'est le plus loin que vous allez vous rendre. Fait que d'une certaine façon, la personne à la réception, c'est la personne la plus importante de la compagnie à ce moment-là. Puis d'une façon ou d'une autre, c'est toujours mieux d'être poli et d'être agréable que d'être un trou de cul. Maintenant qu'on a la liste d'opérations à pratiquer pour produire la pièce, vient la partie difficile, qui est de mettre ces opérations-là dans un ordre spécifique qui va mener à la pièce voulue. Et ça, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est pas obligé d'être compliqué au départ, parce qu'au départ, on a une seule question à se poser. Où est-ce que je commence à couper? Sur quel bout, sur quelle partie de la pièce est-ce que je dois commencer mon travail? Pour la pièce qu'on a à produire ici, on a une pièce cylindrique qui a évidemment deux bouts. On a un bout qui est le bout molleté et on a un bout qui est le bout fileté. Je propose de commencer avec le bout fileté. Pourquoi? Vous vous rappellerez dans la partie 1 de cette vidéo que j'ai mentionné qu'on aime, si possible, produire les opérations plus complexes au tout début du processus de fabrication, si possible. Et dans ce cas-ci, le bout le plus complexe, celui que je risque le plus de gâcher, c'est le bout fileté. Donc, on va commencer avec ce bout-là. Et ça va nous mener à éventuellement passer à travers la pièce, mais pas nécessairement dans l'ordre où les opérations se présentent quand je regarde le dessin d'un bout à l'autre. Non, on va voir qu'il va falloir planifier. Puis ça, c'est important. Chaque opération qu'on va pratiquer, on va le positionner dans la séquence d'opération à l'endroit où ça fait du sens, pas à l'endroit où il apparaît sur le dessin.
Donc, regardons à quoi peut ressembler la partie filetée de ce manche de marteau-ci sur une feuille proprement dit de planification de séquence d'usinage. Et voici un exemple d'une gamme d'usinage simplifiée pour l'atelier maison. Là, évidemment, je dis atelier maison parce que cette gamme est simplifiée. Puisque dans un atelier maison, on n'a pas tendance à travailler sur de très gros projets qui contiennent plusieurs pièces. Et on sait généralement où on s'en va parce que la personne qui produit la gamme est la personne qui fabrique les pièces. Si on regarde en haut de la feuille, on voit qu'il y a une cartouche qui contient de l'information générale, comme le projet, le nom de la pièce, la quantité de pièces à produire, la personne qui a préparé la gamme d'usinage, ainsi que le matériel. Ensuite, on a 4 colonnes. Et si on regarde en bas à gauche ici, on peut voir que notre première colonne a attrait au croquis. C'est ici qu'on va produire les croquis pour les différentes opérations. Et cette colonne contient un pointillage qui va nous aider à produire des beaux croquis. Ensuite, on a une colonne pour les opérations. Et c'est ici qu'on va décrire l'opération à pratiquer, je veux dire étape par étape. La colonne suivante, mais elle a attrait à l'outillage. Et c'est ici qu'on va inscrire les outils requis pour l'opération en question. Là, généralement, c'est limité aux outils de coupe, mais on peut exceptionnellement inclure des outils de mesure qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, ou des choses qui sont hors du commun, comme un gabarit de fixation ou peut-être un gabarit de perçage. La dernière colonne a attrait aux vitesses de rotation et aux avancées. Oui, un petit peu plus que ça aussi. C'est ici qu'on va inscrire nos vitesses de rotation et nos vitesses d'avance pour les opérations qu'on vient juste de décrire. Et également, c'est un bon endroit pour indiquer tous les calculs ou les résultats des calculs qu'on a à pratiquer pour produire la pièce. Il faut se rappeler qu'il y a beaucoup d'informations qui n'apparaissent que partiellement sur le dessin. Souvent, un angle n'est pas donné ou une profondeur de filet n'est pas indiquée. Il va falloir qu'on calcule ces choses-là et c'est important de les calculer à l'avance pour ne pas perdre de temps quand on vient pour usiner. Tout ça devrait être indiqué là, dans cette colonne-ci. Et si la pièce à produire exige plusieurs opérations, ben possiblement on va vouloir produire une ou même 2 ou 3 feuilles supplémentaires. Voici un exemple. C'est les mêmes feuilles, c'est juste que l'entête est simplifiée. Bon, mais avant de regarder notre feuille de séquence d'opération, il y a une couple de choses que j'aimerais mentionner. La première, ben, elle est relative au dessin du projet. Et la deuxième, ben, elle est relative au croquis qu'on va produire sur nos feuilles. Là, le projet, le dessin du projet, ça c'est vrai quand on travaille pour quelqu'un d'autre. Le dessin du projet est le document officiel du projet. C'est ce que votre client s'attend à avoir comme résultat, ce que la pièce va être quand elle sera complétée. Elle devra se conformer à ce dessin-là. Le client se fiche éperdument de la liste d'opérations que vous allez créer. Ça, c'est pour vous aider. Ça n'a rien à faire avec le client. Fait que ça veut dire que lorsque vous mesurez ou lorsque vous coupez, vous vous référez constamment au dessin qui est le document officiel. Votre gamme d'usinage ou séquence d'opération, ben ça c'est un document que vous produisez pour vous-même. Et il est là pour vous aider à ne pas faire d'erreur. Les croquis qui vont apparaître dessus, ben, c'est des croquis très simplifiés, qui sont là pour vous donner une impression visuelle de ce à quoi ressemblent surtout les installations sur les machines, comment les pièces sont montées. Et il ne va avoir à peu près aucune dimension sur ces croquis-là. Les dimensions qui pourraient apparaître, mais bien souvent, ont affaire avec des cotes ou des dimensions qui n'apparaissent pas sur le dessin. Ça peut être un angle qu'on a calculé. Mais plus souvent qu'autrement, une dimension qui apparaît dans nos croquis a affaire avec l'installation.
Ça pourrait être ben, de combien est-ce que le bout de la pièce doit sortir du mandrin pour me permettre d'accomplir toutes les étapes que je veux accomplir sur ce bout-là du projet, par exemple. Donc, il est important, c'est le dessin du client qui compte et pas la fiche d'opération que vous allez remplir. Bon, ben, prenons quelques minutes et allons voir une fiche ou une séquence d'opération dûment complétée. Bon, voici la première feuille de notre gamme ou séquence d'opérations. On va regarder ça d'un peu plus proche. Rapprochons-nous et regardons nos premières opérations. Puis là, je dis première au pluriel, puisque évidemment, les opérations 1 et 2 font partie du même montage. Ça serait donc un bon moment pour parler de ces lignes horizontaux qui traversent les colonnes. Lorsqu'une ligne traverse une colonne, ça veut dire qu'il y a un changement entre les deux opérations. Dans ce cas-ci, on voit que la ligne traverse opération, outillage et vitesse et avance. Et ça veut dire qu'il y a des changements dans les trois colonnes. Par contre, on remarque que la ligne ne continue pas à travers la colonne de croquis. Et ça veut dire que le même croquis s'applique aux deux opérations. Si on regarde en bas, on voit qu'il y a une ligne qui traverse complètement d'un bout à l'autre de la feuille. Ça indique qu'il y a un changement dans l'installation même de la pièce. L'opération numéro 1 a attrait au surfaçage et on va ici établir notre surface de référence dans le sens de la longueur. Important également, ici, on va tenir la pièce profondément dans un mandrin à 3 mâchoires. Pourquoi profondément? Parce que je veux maintenir une résistance ou une rigidité maximum. Également, important de noter, on va enlever le moins de matière possible. Pourquoi? On va vouloir garder tout le matériel possible pour se reprendre si jamais on faisait une erreur dans ces premières séquences. Pour cette opération-ci, on va utiliser comme outillage un outillage de tournage et de surfaçage général en acier rapide et en fait d'avance et de vitesse de rotation, mais 550 révolutions par minute va suffire ici et on utilise une avance manuelle. Si on regarde maintenant l'opération numéro 2, on voit que pour cette opération, on a à percer un trou de centre de 60 degrés. Et pour ça, on va utiliser sur ce premier bout du manche un forêt centré numéro 3. En fait, de vitesse de rotation, 1200 révolutions par minute. Là, c'est important ici de calculer ces choses-là à l'avance. Si on veut être efficace, on ne veut pas être en train de calculer à la machine. On calcule toutes nos avances et nos rotations à l'avance. Là, je peux voir déjà les commentaires. Plusieurs diront, et avec raison, que ces deux premières opérations auraient pu être complétées avec la même installation que les opérations qui les suivent. Et c'est vrai, ça aurait produit une pièce encore plus concentrique avec le 3 mâchoires. Par contre, ce qu'il faut noter ici, puis je pense que c'est important de le mentionner, je suis en train de regarder pas mal la façon que j'approcherais les projets si j'enseignais un cours à 15 ou 20 nouvelles personnes en atelier, des personnes qui n'ont pas d'expérience sur machine-outil. Et pour ça, ce que j'avais tendance à faire, c'est commencer 3 projets de front. On commençait le marteau, on commençait le bloc 1, 2, 3 ou le bloc de montage, et on commençait la jauge à forêt. Et ce qu'on faisait dans cette première période, le premier cours pratique, vraiment d'initiation au monde du coupage des métaux, c'était d'établir nos références nos références dimensionnelles sur toutes nos pièces, nos surfaces de référence. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, si vous voulez adjoindre ces deux opérations aux opérations subséquentes, faites-le. Il n'y a pas de raison pourquoi pas. Par contre, si vous enseignez un cours à plusieurs personnes, 15 à 20 personnes qui ne savent pas ce qu'ils font, commencez avec des petits pas. Puis le premier cours, souvent, ça devrait être des opérations très simples, comme surfacer une pièce sur le tour, comme surfacer une surface de référence sur un bloc sur la fraiseuse, comme surfacer ces surfaces de référence à l'aide d'une lime et travail à l'établi
pour le projet Jauge à Forêt. Là, autre chose que je veux mentionner, je suis en train de combattre une infection de la gorge depuis quelque temps déjà. Puis ça l'a beaucoup retardé cette vidéo-ci. Je ne veux plus attendre, je me sens beaucoup mieux, mais c'est clair que la voix n'est pas vraiment revenue encore. Mais je ne veux pas attendre que la voix revienne, j'ai hâte de sortir la vidéo. Fait que je continue, même avec la voix qui fait un peu drôle. On peut maintenant aller voir notre prochaine série d'opérations. Et on regarde ici que nos opérations de 3 à 9 ont tous attrait à la même installation. Et cette installation nous donne comme croquis une bonne idée d'à quoi va ressembler cette pièce-là après les opérations. Par contre, on voit qu'il y a une dimension sur le croquis, 35 mm. On se rappelle que c'est le dessin qui compte et que si on a des dimensions qui apparaissent sur un croquis, généralement, ça a trait à l'installation de la pièce dans l'accessoire de fixation. Dans ce cas-ci, si on va regarder l'opération 3, on s'aperçoit que c'est une opération d'installation. Et on dit ici qu'on doit repositionner la même pièce dans le mandrin à 3 mâchoires, mais cette fois-ci, on veut en exposer 35 mm de longueur. Et c'est pour ça que le 35 mm apparaît sur le croquis, parce que cette dimension n'apparaît pas sur le dessin. Et ça va nous permettre de pratiquer toutes les opérations sans déplacer la pièce. Il est important de noter qu'à la colonne 3 et 4 de l'opération numéro 3, on voit qu'il n'y a pas d'information et ça c'est normal, ce n'est qu'une opération de montage de pièces. Dans l'opération 4, on va être en train de tourner un diamètre de 9,8 mm pour notre filet éventuel sur une longueur de 15 mm. Et il va falloir produire un épaulement très propre. Pour ça, on va utiliser notre outil de tournage et de surfaçage général et une vitesse de 650 RPM. Si on regarde la dernière colonne des opérations 5 et 6, on s'aperçoit que c'est 250 révolutions par minute, mais qu'il n'y a pas de ligne transversale qui traverse cette dernière colonne. Mais ça, c'est une indication que les deux opérations utilisent la même vitesse. L'opération 5 est une opération de rainurage et on va produire une rainure de dégagement de filet. Pour ça, on va utiliser un outil à saigner de 3 mm de large. Pour l'opération 6, on va utiliser une lime à taille simple, douce ou demi-douce pour produire un chanfrein d'engagement de filet. L'opération numéro 7 est une opération de filetage, puis on va tailler notre filet M10 par 1.5. On va le faire à l'aide d'une filière. Notez qu'il n'y a pas de vitesse indiquée parce que c'est une opération manuelle. Par contre, elle fait partie de la séquence, donc il ne faut pas retirer la pièce du mandrin pour tailler ce filet. L'opération numéro 8 est une opération de rainurage, mais cette fois-ci, c'est une rainure de forme. Donc, c'est une rainure concave, ayant un rayon de 4,7 mm. Puis pour ça, on va utiliser un outil à néron. Là, pas comme Néron, l'empereur romain, mais vraiment ayant un nez rond de 4,7 mm. Et on va tourner à 70 révolutions par minute. Pourquoi si lent? Pour éviter le broutement, puisqu'il y aura une énorme surface de contact entre l'outil et la pièce. La dernière opération dans cette deuxième installation, cette deuxième petite séquence, c'est l'opération 9. Puis l'opération 9 ici consiste à ébarber la pièce, ce qu'on fait généralement à la fin d'une séquence ou lorsqu'on veut déplacer la pièce. Là, si tout a bien fonctionné, votre pièce devrait ressembler à ce croquis. Ou si vous préférez, elle devrait ressembler à ceci. Si on passe à la page 2, on s'aperçoit à prime abord que l'opération 10 n'a pas de croquis. Et ça, c'est parce que c'est pas une opération d'usinage. Mais maintenant, je me sens un peu coupable, donc je vais placer un croquis ici, juste temporairement. Les étapes ou les opérations 11 et 12 sont une reprise des opérations 1 et 2. La seule différence ici, c'est qu'au lieu d'un forêt à centrée numéro 3, on utilise un forêt à centrée numéro 4 et donc une vitesse réduite à 900 révolutions par minute. Numéro 13 est une opération de repositionnement. On repositionne la pièce ou on pourrait appeler ça une opération de fixation. 14, c'est une opération de molletage.
15 est une opération de rainurage. Là, on produit les rainures après le molletage et on produit le molletage avant le perçage. Et ça, c'est important, puisqu'on veut que la pièce soit très rigide pour le molletage, mais on ne veut pas déformer les rainures lorsqu'on pratique le molletage. Donc, la séquence des choses est très importante. Notez que le forat centré numéro 4 qu'on a produit à l'étape 12 sert à soutenir la pièce à l'aide d'une contrepointe pour ces deux opérations. L'opération 16 est une opération de positionnement, mais attention, je ne déplace pas la pièce ici. Je ne fais que remplacer la contrepointe par un mandrin porte-forêt, ce qui va me permettre de tenir le forêt pour le perçage de l'opération 17, qui lui, c'est le perçage d'un trou de 11,5 mm sur une profondeur de 103 mm. Opération 18, c'est l'alésage de ce même trou, puis on va l'aléser à 12 mm sur une profondeur de 20 mm. Et l'opération 19, ça va être de produire un petit chanfrein qui va m'aider à l'assemblage final. Finalement, opération 20, comme d'habitude, ébarbage. Sur la page 3, on a 3 opérations. L'opération 21, on va placer la pièce ou monter la pièce entre pointes. Opération 22, c'est le taillage à l'aide d'une règle inclinable, donc le taillage de la conicité ou du cône. Et finalement, 23, comme d'habitude, l'ébarbage. Bon, cette dernière feuille, la page 3 de notre gamme d'usinage qu'on vient juste de regarder, ça aurait été un bon endroit pour inclure l'angle de conicité et peut-être même en quelque part là-dedans l'angle pour la règle inclinable de l'appareil de guidage qui va nous aider à couper notre cône sur le tour. Parce que cette information-là ne nous est pas donnée sur le dessin. Puis j'aurais pu inclure ces angles-là sur le croquis. C'est ça qu'on va regarder au tout début de la partie 3 de cette leçon 7 qui va venir prochainement. Donc on va regarder ça, puis ça va nous permettre de faire une petite révision de nos calculs, de notre trigo avec les cônes. Bon, ça c'est le début. Ensuite, on va repasser la suite ou la série d'opérations qu'on vient juste de regarder, mais cette fois-ci sans regarder la fiche, juste en regardant le pourquoi de l'emplacement ou du positionnement de chaque opération. Pourquoi on le fait à ce moment-là, puis pas à un autre. On va faire ensuite la même chose pour le projet bloc de montage. Et finalement, on va reprendre l'exercice avec le projet jauge à forêt. Donc ça va être notre partie 3 et probablement dernière partie de cette leçon 7. Donc d'ici là, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage. There you go.